On commencera cet épisode de rentrée, appelons-le comme ça, par un rapide récapitulatif du mois de septembre, avec par exemple l'UFC à la sphère, ou encore Demetrius Johnson, qui quelques jours après avoir déclaré que son futur de combattant était incertain, a finalement annoncé sa retraite, et puis comme à chaque épisode, on fera le tour de toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024, et c'est parti pour une nouvelle saison de Moment MMA. Et comme je le disais en intro, Demetrius Johnson a officiellement annoncé sa retraite à l'occasion du One Championship à Denver. Rapidement, Mighty Mouse, c'est 25 victoires, 4 défaites et 1 draw. Légende de l'UFC avec 11 défenses de la ceinture des poids mouches. Et notamment, on s'en souvient, un magnifique flying armbar sur Reborg lors de l'UFC 216 en 2017. Ça lui avait valu à l'époque le prix de soumission de l'année. Puis j'en ai souvent parlé ici, d'après moi, s'il avait combattu ne serait-ce qu'une catégorie au-dessus, chez les bantamweight donc, sa notoriété aurait été totalement différente et il serait bien plus souvent cité dans la liste du GOAT. Et puis pour conclure sur lui, il avait quitté l'UFC et rejoint le ONE FC suite à la perte de son titre en 2017 face à Henry Cejudo. Combat extrêmement serré qui s'était soldé par une split décision partagée donc. D'ailleurs, au passage, il avait battu Cejudo 2 ans plus tôt et par KO. Et puis au ONE FC, il a combattu 6 fois pour 5 victoires. Il s'est emparé de la ceinture des flyweight qui correspond au ONE FC à la catégorie des Batam à l'UFC. Et sa défaite, c'était par KO contre Moraes, qu'il a battu ensuite 2 fois, dont une avant la limite. Et puis forcément, les gens qui suivent le sport depuis peu ne le connaissent certainement pas, mais on se souvient qu'à l'époque où les combattants pouvaient afficher librement leur sponsor dans l'octogone, lui, il était sponsorisé par Xbox. Je vous mets une photo à l'écran, ça a toujours été quelque chose de très impressionnant. Ce mois-ci, on a aussi eu le fameux événement à la sphère. Dana White nous avait promis le plus grand événement de sport de combat jamais retransmis à la télévision en direct, et franchement, il a tenu sa promesse. Le show était grandiose, les diffusions sur les écrans, etc. C'était impressionnant. On avait dit il y a quelques mois que la place la moins chère était à 3500 $. Honnêtement, quand j'étais devant ma télé, je me suis dit que ça allait valer largement. Dans la cage aussi, le spectacle était au rendez-vous, sauf pour le co-main event dans lequel Valentina Shevchenko a vraiment voulu assurer la victoire. On peut pas non plus lui reprocher, elle a réussi à aller récupérer sa ceinture, on pourrait dire. Sinon, dans les 3 premiers combats de cette carte principale, on n'est vraiment pas passé loin d'en terminer avant la limite. Et puis ce qui me fait sourire, c'est que j'ai l'impression que Diego Lopez pourrait avoir sa chance pour le titre avant Evloev, alors qu'Evloev l'a battu, je le rappelle. Mais malheureusement pour le Russe, la notoriété de Lopez pourrait bien lui permettre de lui passer devant. D'ailleurs, Evloev devait affronter l'ancien champion de la catégorie du dessous, Aljamain Sterling, combat qui lui aurait donné encore plus de légitimité pour accéder au titre, sauf que Sterling s'est blessé, on le sait maintenant. Du coup, ni une ni deux, Evloev a fait un tweet dans lequel il a appelé Lopez à venir prendre sa revanche, en lui rappelant que s'il était aussi connu aujourd'hui, c'était en grande partie grâce à lui, ce à quoi Lopez a répondu que c'était trop tard, qu'il lui avait fait une proposition il y a quelques mois, proposition refusée par le camp du Russe. De son côté, Movsar dit que c'est faux, qu'il n'a jamais reçu de proposition, et ajoute que Lopez est passé tout proche de perdre contre Daniguet. Et puis la conversation se conclut avec Lopez expliquant qu'il demande à affronter Evloev depuis sa première victoire à l'UFC, et que depuis leur combat, il a combattu 5 fois, 5 victoires, alors que lui n'a combattu qu'une seule fois et n'a terminé personne. Et puis dans le main event, Merab Dvalishvili a fait ce qu'il fallait pour battre le champion O'Malley. En plus, il l'a fait de la manière que tout le monde attendait, en utilisant sa lutte, même si je trouve qu'O'Malley s'en est mieux sorti que ce à quoi on pouvait s'attendre, mais je pense que la menace du takedown était tellement forte qu'il n'a pas réussi à se lâcher debout, même si dans le 3e round on a eu l'impression qu'il commençait à avoir des réponses, mais rapidement Merab a su faire les ajustements nécessaires. Au début du combat, j'ai quand même eu peur pour le Géorgien. Quand il s'est mis à parler avec le coin d'O'Malley, je me suis dit ça y est, ils sont rentrés dans sa tête, il va faire une erreur, il va se faire connecter, mais ça n'a pas été le cas, donc félicitations à lui. Et puis en plus, il pouvait pas rêver mieux. Devenir champion lors de l'événement à la sphère, franchement c'est grandiose pour lui. Et puis maintenant, j'espère un combat contre Umar Nurmagomedov, mais ça, l'avenir nous le dira. Un peu plus tôt ce mois-ci, Gilbert Burns, lui, s'est incliné face à Sean Brady. Là, je pense qu'on est arrivé à un point pivot dans la carrière du Brésilien. Je l'ai trouvé dépassé, pas assez entreprenant, le timing n'était pas là non plus. Et puis j'ai regardé l'événement depuis le Québec. Au commentaire, c'était donc Patrick Côté, ancien prétendant à la ceinture des poids moyens face à Anderson Silva, et avant que le combat commence, il a fait un parallèle avec sa propre carrière très intéressant, en expliquant que ce combat pour Burns lui rappelait son combat à lui face à Donald Cerrone il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est le combat qui va déterminer si tu as encore ce qu'il faut pour aller chercher une dernière chance à la ceinture, et dans son cas, comme dans celui de Burns, du coup, puisque Burns s'est incliné,
il s'est révélé que leur temps dans le gratin de la catégorie était passé. Pour autant, je n'enlève rien à Brady, qui lui, pour le coup, a vraiment fait ce qu'il fallait. Il a sorti la grosse performance et dans tous les domaines. Et puis je rappelle que sa seule défaite en carrière, c'est face au champion actuel de la catégorie, Bilal Mohamed. Il a reconnu que dans ce combat, il était passé totalement au travers, surtout mentalement. Mais si vraiment il continue de performer comme il le fait depuis, je pense qu'une revanche entre les deux pourrait être vraiment très intéressante. Et puis ça fait un nom de plus dans cette catégorie déjà bien fournie. Pour continuer avec ce récapitulatif du mois de septembre, on a aussi appris que Chandler a tiré un trait sur Conor McGregor et va finalement affronter Charles Oliveira. Ce sera une revanche, puisque Do Bronx avait brillamment défendu sa ceinture face à l'Américain il y a quelques années. Alors contractuellement, je sais pas trop comment c'est possible, puisque Michael Chandler avait répété plusieurs fois que Conor McGregor était tenu de l'affronter, suite à ce qui s'était passé, l'Ultimate Fighter. Il semblerait que les deux étaient liés par un contrat, et finalement là on apprend que c'est Chandler qui a décidé de ne plus affronter l'Irlandais. Alors peut-être que l'UFC avait le pouvoir de faire tomber certaines clauses, je sais pas vraiment, peut-être qu'il y avait une condition temporelle aussi, j'ai pas l'information mais j'espère qu'on va en savoir un peu plus dans les semaines qui viennent. Et puis sinon, personnellement, je donne quand même un avantage à Oliveira, on sait qu'il possède le meilleur sol des deux. Par contre attention, parce qu'il a tendance à prendre beaucoup de coups, Chandler frappe très très fort, et les années passant, il faudrait pas que le menton du Brésilien lui fasse défaut, mais en tout cas on risque d'avoir un bien beau combat. Et ça y est, c'est officiel, John Jones et Stipe Miocic vont s'affronter au Madison Square Garden, à New York donc en novembre prochain, combat qui avait été annulé l'année passée suite à la blessure de Jones. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une opposition qui fait débat chez les fans et surtout les journalistes. Les gens ne comprennent pas comment Aspinall peut être laissé à l'écart d'un combat pour le titre alors qu'il est champion par intérim et a même défendu cette ceinture intérim. Dana White s'est justifié, on le sait, en expliquant plusieurs fois que Jones est le meilleur de tous les temps et qu'au vu de la carrière de Stipe, qui est le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC, il ne trouvait pas respectueux d'annuler ce combat alors qu'il avait été repoussé pour cause de blessure. Mais on aura largement l'occasion d'en reparler. Enfin, on termine avec ce récap du mois de septembre avec Jorge Masvidal qui annonce son retour dans la Big League avec la ceinture en ligne de mire. Et là, pour cette nouvelle, je laisse à chacun le choix de se faire son propre opinion là-dessus. Des nouvelles un peu plus fraîches maintenant, et on commence avec Deiveson Figueiredo qui estime être plus légitime que Umar Nurmagomedov pour avoir son title shot, parce qu'il estime que le Russe n'a été testé qu'une seule fois dans sa carrière, face à Cory Sandhagen donc, alors que lui a déjà montré de quoi il était fait puisqu'il a été champion de la catégorie du dessous et que depuis sa montée il n'a fait qu'affronter des gros noms, et puis pour conclure là-dessus, il pense aussi être un plus gros danger pour le champion actuel que le Russe. 10 millions de dollars, c'est la somme que toucherait Francis Ngannou pour son retour en MMA face à Renan Ferreira au PFL le 19 octobre prochain. Retour en MMA après plus de 2 ans d'absence, puisque la dernière fois qu'on l'a vu avec des mitaines, c'était en janvier 2022, face au français Cyril Gane. Concernant le futur de Conor McGregor, Dana White affirme ne pas avoir d'adversaire en tête. Il attend que Conor lui annonce être prêt à revenir et se penchera sur le sujet à ce moment-là. Et d'ailleurs, Conor s'entraîne à New York en ce moment, on a même vu une photo de lui avec le boxeur français Baptiste Cheval. Khamzat Chimaev, lui, nous apprend qu'il est retourné s'entraîner avec ses premiers coachs de lutte en vue de son combat contre Whittaker qui approche à grands pas. Il a aussi expliqué avoir revu ses méthodes d'entraînement, confiant qu'il était du genre à s'entraîner jusqu'à épuisement total, mais que les choses terminaient souvent mal. Et puis je pense que là-dessus, on ne peut que lui donner raison quand on voit ce qui s'est passé pour lui ces derniers mois. Petite anecdote maintenant avec Valentina Shevchenko dont on a parlé un peu plus tôt. Vous savez, sur la ceinture de champion UFC, il y a 8 petits espaces de libre qui servent à mettre un diamant à chaque fois que le propriétaire de la ceinture la défend. Eh bien, elle devient la première championne, alors champion hommes et femmes confondus, avec 8 rubis autour de sa ceinture. On pourrait presque dire qu'elle a fini le jeu, c'est quand même pas rien. On poursuit avec le classé 13 de la catégorie des poids plumes, Brice Mitchell, qui s'entraîne actuellement à Vegas, avec entre autres Dan Ige et Patchy Mix. Il s'est aussi dit très ami avec Sean Strickland. On lui a demandé s'il était prêt à prendre le combat contre Movsar Evloev en short notice. Il a été très honnête, il veut affronter Evloev mais pas en short notice. Il lui faudrait, d'après lui, au moins 2 mois de préparation. Il estime que son timing est bon parce qu'il s'entraîne énormément en ce moment, mais qu'il a besoin de travailler son cardio. Et puis il rappelle en souriant que la dernière fois qu'il a pris un short notice, les choses se sont plutôt mal passées pour lui. Il fait bien sûr allusion à son KO subi face à Josh Emmett, combat pris en 10 jours de short notice, je le rappelle. Il ajoute aussi qu'il est ami avec Sterling et que donc il n'affrontera pas Movsar si Sterling veut ce combat à son retour de blessure. D'ailleurs, il s'est aussi dit prêt d'ici 2 mois à affronter Diego Lopez. Et puis, si aucun de ces combats ne vient à se concrétiser, l'UFC l'a déjà informé qu'ils avaient des plans pour lui dans les mois à venir. Il parle d'un retour en décembre mais ne confirme rien pour l'instant.
Et puis on termine avec une grosse information, puisqu'il semblerait qu'Alexander Volkov soit blessé et que son combat face au bon gamin Cyril Gane soit repoussé à l'UFC 310 qui aurait lieu début décembre. Pas d'officialisation à l'heure où j'enregistre la vidéo, il est environ 14h, mais en tout cas s'il y a des informations qui tombent dans les prochains jours, je vous tiendrai bien sûr informé. On peut aussi imaginer qu'un combattant accepte un short notice face à Gane. Est-ce que lui accepterait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si le combat venait à être annulé, j'espère que Gane pourrait très vite remonter dans la cage, puisqu'on arrive quand même à quasiment un an, même un an d'inactivité. Et puis pour Volkov, espérons que ce soit pas trop grave. Mais bon, si on parle déjà du mois de décembre, c'est que ça doit pas être trop important. Écoutez, on arrive au bout de cet épisode de rentrée, j'espère que ça vous aura plu. J'ai choisi de faire un petit récapitulatif du mois de septembre quand même, et puis de vous donner un peu d'informations fraîches, comme on dit. Il n'y a pas de minute auditeur aujourd'hui forcément, puisque la dernière émission date d'il y a 3 semaines. On parle d'actualité, donc ça n'aurait aucun sens de répondre à vos questions d'il y a 3 semaines, alors que l'actualité y a déjà répondu. J'espère que vous avez aimé ce format, que vous allez apprécier le montage, et puis on se retrouve très très vite, demain ou après-demain, pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ont découvert l'émission aujourd'hui, ici on parle d'actualité MMA, on fait plusieurs vidéos la semaine, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, passez une bonne soirée, à très bientôt.